Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence à ce 25e débat organisé par la Fondation l'Institut Palladio. Nous regrettons évidemment, comme vous, d'être tenus une fois de plus d'organiser ce débat de cette façon-là et de ne pas pouvoir avoir la présence d'une chaleureuse assistance dans cette belle maison Palladio. Mais bon, de meilleurs jours viendront. Nous avons choisi l'espace public comme fil rouge du cycle 2022 de l'Institut Palladio. Sous le titre « Pour une civilisation urbaine, les défis de l'espace public », le programme des séminaires que nous avons préparé pour nos auditeurs abordera, sinon toutes, du moins une bonne partie des dimensions de ce qu'on désigne par l'espace public. Mais ce débat public d'aujourd'hui, qui selon la tradition a lieu au début du cycle, abordera le sujet de l'espace public, si je puis dire, par la bande. Cette bande du Redville, où se côtoient, où se juxtaposent, se mêlent et se longent les espaces publics et les espaces privés. David Mangin, notre conférencier, Grand Prix d'urbanisme, associé gérant de l'agence d'architectes, sera bien connu, notamment pour son livre sur la ville franchisée, enfin pas seulement pour ça, mais notamment quand il s'agit d'idées, pour cet ouvrage qui, c'était pas un ouvrage de dénonciation, mais enfin qui mettait vraiment en lumière cette tendance malheureusement puissante et répandue dans le monde entier, qui aboutit à quelque chose d'assez contraire à l'idée même de civilisation urbaine. David se consacre aujourd'hui très largement au sujet du Redville, dont il est, alors s'il n'est pas l'inventeur du terme, il est l'inventeur du sujet, en quelque sorte, en tant que priorité dans les préoccupations de la fabrique urbaine. Et il prépare sur ce sujet un nouvel ouvrage qui lui-même est issu d'un programme qu'il coordonne avec Rémi Ferrand, un programme international de recherche sur le Redville. Nous allons donc écouter David, et sa discutante ce soir sera Sophie Rousseau. Sophie est une professionnelle expérimentée de la promotion immobilière, mais elle est passée le temps d'un demi-mandat municipal de l'autre côté, en ayant collaboré au cabinet de la municipalité de Paris. Sophie est donc, à ce titre, alors aujourd'hui elle est revenue dans la promotion immobilière, pardonne-moi Sophie, et elle est aujourd'hui directrice générale adjointe de Redman, le promoteur pionnier qui est la seule société de promotion qui est aujourd'hui entreprise à mission et côté Bicorp. La richesse de son expérience, la mixité de son expérience la qualifiait parfaitement pour réagir aux propos et propositions de David Mangin, qui sont des propositions, vous allez le voir, qui interpellent à la fois le secteur privé et les autorités publiques. Voilà, David, vous avez la parole. Je veux dire aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir et poser des questions sur le chat. Elles me seront transmises, donc tout ça en principe devrait très très bien marcher. Et pour le moment, David, nous vous écoutons. Bien, bonsoir, merci beaucoup de cette introduction et surtout de cette invitation. Effectivement, comme vous, je regrette parce que savoir qui vous écoute et les voir, surtout les voir, évidemment, ça change. D'autant que mon propos, il va être assez professionnel, il va interpeller, j'espère, les professionnels, mais je pense que c'est quand même la majorité de nos auditeurs. Alors, je vais essayer pendant 25 minutes d'avancer un certain nombre de propositions, comme on avait dit, c'est pas tellement des propos, c'est des propositions, pour essayer de sortir de ce que je considère un peu comme les impasses du projet urbain actuellement. Alors, c'est une question qui me turlupine depuis quand même quelques dizaines d'années. J'ai fait un premier ouvrage avec Philippe Paneret, qui est un ouvrage de méthode sur le projet urbain, à l'adresse des étudiants principalement, mais pas que, donc ça reste presque un petit manuel. Et effectivement, j'ai fait la ville franchisée,
ayant été interpellé par ce que je voyais que je ne comprenais pas, c'est-à-dire la construction des périphéries en France, mais pas qu'en France, puisque le propos du livre, c'était de montrer qu'il y avait un phénomène de la ville pour et par l'automobile qui structurait, via la grande distribution, via la maison individuelle, l'ensemble, la très grande majorité de l'urbain qui se développe. Et puis, bon, entre-temps, j'ai continué une activité professionnelle, je pratique des projets urbains, des projets d'architecture. Et puis, au hasard de sujets que j'ai rencontrés, notamment autour du Grand Paris, je me suis intéressé aux questions des relations entre le métro et la ville. C'est ce livre jaune que vous voyez à l'écran qui s'appelle Mangrove urbaine. Ça fait un certain nombre d'années. La plupart de ces questions, je suis enseignant par ailleurs, mais la plupart de ces questions viennent d'un certain nombre de questionnements dans ma pratique d'architecte. C'est-à-dire en me disant, mais c'est pas très satisfaisant, j'obéis à la commande, je fais le mieux que je peux, quelquefois c'est bien, quelquefois c'est très bien, quelquefois c'est pas bien du tout. Donc je n'ai pas de... j'ai un ego relativement contrôlé, mais j'ai surtout une insatisfaction quand je n'arrive pas à avoir les réponses théoriques et de doctrine sur des... et que je vois que la production elle-même tourne en rond et n'y arrive pas. Et je pense qu'on est dans cette situation, ça fait plusieurs années que je pense ça, et je m'y suis attelé assez sérieusement d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas et comment on pourrait faire un certain nombre de propositions pour voir les choses un peu différemment. C'est donc ce que j'appelle le devoir d'inventaire et le devoir d'invention. Donc dans ces 25 minutes, je vais faire un certain nombre, une introduction sur le devoir d'inventaire, à mon avis ce qui ne va pas, et le devoir d'invention, comment essayer d'en sortir. Alors... il y a évidemment, c'est une généralité, mais enfin, c'est pas mauvais de la rappeler, ce qu'on appelle la transition ou les transitions, qui évidemment sont une opportunité et une occasion de réfléchir à tout ça, sans compter évidemment la question épidémiologique qui est arrivée à la surprise un peu générale, en tout cas du grand public. Il y a un certain nombre de constats que ça fait longtemps qu'on les a faits. Ce ne sont pas des constats post-Covid ou Covid, c'est des logements trop petits, trop peu, sans jardin. La mutation des rapports domicile-travail avec la mutation des bureaux. Il y a les modes de déplacement à pied et en deux roues qui deviennent une façon de fabriquer la ville sur la ville. Évidemment, les évolutions du commerce et de la logistique, très importantes. Des équipements qu'on ne sait plus très bien utiliser ou gérer ou très lourds apportés par les collectivités locales. Et puis, quelque chose qui touche, et c'est le cœur de ma réflexion, le paysage urbain en général, c'est-à-dire la question de qu'est-ce qu'on voit finalement un peu partout quand on est au niveau du piéton, du vélo, mais je dirais même aussi de la voiture. Quel paysage voit-on ? Et c'est donc cette question qu'il est convenu d'appeler la question des rez-de-chaussée et que moi je vais essayer d'élargir à la question de ce que j'appelle le rez-de-ville, c'est-à-dire plus largement, on pourrait appeler ça le rez-de-sol, hein, on connaît le rez-de-jardin, le rez-de-dalle, etc., mais plutôt le niveau du sol en général. Dans un premier temps, en élargissant la vision de façon à ne pas être prisonnier de cette question uniquement, qui est à mon avis une impasse, que les promoteurs connaissent très bien, parce que je discute beaucoup avec eux, ils savent très bien que l'idée qu'on va mettre du commerce en rez-de-chaussée partout, dans tout ce qu'on fait, ou même dans tout ce qu'on rénove, est une illusion. Et puis, le remède de l'urbanisme didactique est une fausse solution, ou une solution éphémère, comme elle s'appelle elle-même. Et donc, je pense qu'il faut changer d'échelle et changer de vision. Alors, je vais faire une petite revue, un petit inventaire. Ça, c'est des paysages que tout le monde reconnaît. Ça, c'est une ZAC parisienne, ça je ne sais plus où c'est, la vacance, la sécurisation absolue, la voiture qui est prioritaire par rapport aux sorties du piéton, les aires de stationnement hégémoniques, etc., etc. Et puis quand vous allez, vous sortez de là où la majorité des choses se construisent, c'est d'abord les aires de parking imperméabilisées qui dominent absolument tout. Donc ça, il faut avoir conscience que c'est le tout venant de ce que nous fabriquons. Et encore une fois, moi j'insiste beaucoup dans tous mes travaux sur ce que j'appellerais l'urbanisme quantitatif, c'est-à-dire les problèmes importants, pas les problèmes de la ZAC qu'on va monter en épingle et dans lequel on va faire des belles photos dans les rues d'architecture. Non, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se fait pour la totalité de la production et proportionnellement les plus grandes parties.
Alors, je dis des observations ou des impasses que j'ai constatées moi-même. Là, je vais vous montrer un quartier qu'on est en train de faire autour de la piste de Montaudran à Toulouse, qui a été la grande piste historique de l'aéropostale. Et donc, on a refait tout un quartier autour de cette piste-là. C'est un projet qui marche bien, qui est compliqué à faire, puisqu'il y a une piste de 20 mètres de large et ça dure 2 km. Donc il faut la construire. La vie urbaine, et c'est en dehors de Toulouse. Et donc on a fait du mieux qu'on a pu en faisant des immeubles en quinconce de part et d'autre de cette piste. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que quand on a fait ça, on s'est retrouvé avec effectivement cette question des rez-de-chaussée. Classique, c'est une ZAC. Altar, que j'ai dit, m'a réalisé le grand rectangle de gauche. Il y a un programme mixte, on peut revenir en arrière pour voir. Il y a tout ce qu'il faut, un cinéma. Il y a même La Machine, qui est un spectacle extraordinaire de François de la Rosière à Nantes, qui a fait l'éléphant à Nantes. Et là, il est venu avec un Minotaure sur cette piste. Donc il y a une espèce d'urbanisme événementiel qui nous aide beaucoup. Mais quand on arrive à la question de comment on va occuper les rez-de-chaussée, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une partie où on n'a pas résolu. On a mis des commerces, où c'est en rouge, et en bleu, c'est où ce sera des parkings au niveau du sol. Alors, on aurait pu assumer que ce soit des parkings sur pilotis. On sait faire aussi peut-être des jolis parkings au niveau du sol, mais ça ne marche pas. C'est pas satisfaisant, grosso modo. Autre problème que connaissent bien la production courante des ZAC, c'est la question des îlots. Est-ce que les îlots sont ouverts, fermés ou traversables ? Alors on a une proposition très passionnante qu'a fait il y a quelques décennies maintenant Christian de Potzenpark autour de la Grande Bibliothèque, dans la partie droite de l'image que vous voyez là. Dans la partie gauche, on avait fait des îlots, de grands îlots ouverts, traversables. Et puis dans la partie droite, par un glissement de sens, Christian de Potzenpark a appelé lui-même, quand il a gagné ce concours sur toute la partie dite de Masséna, qui est sur la partie droite, la Seine est en rive sur le nord de la planche, il a fait des îlots dits ouverts. Mais en réalité, ces îlots ouverts ne sont pas traversables. C'est des petits îlots. Et donc, cette idée, alors, au-delà du cas de Seine-Rive-Gauche et de la proposition de Potzenpark à Seine-Rive-Gauche, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant, c'est que tous les promoteurs le savent, ils ont essayé de faire des grands îlots en pensant qu'on allait faire des traversées très agréables à travers les îlots. Et très vite, à la première réunion de copropriété, les copropriétaires leur ont expliqué qu'il n'était pas question de traverser au niveau des rez-de-chaussée de leur logement, de faire traverser, y compris les enfants, pour aller à l'école. Et donc, ces îlots dits ouverts sont devenus en fait des îlots très peu traversables. Et on a ce paradoxe, peut-être que les grands îlots de la période précédente, qui avaient été un peu pris de haut en disant ben, ça c'est des îlots fermés, c'est des îlots renfermés sur eux-mêmes. Les îlots dits ouverts, après, ils sont plus ouverts. Alors c'est vrai qu'ils donnent plus d'orientation, ils ont un certain nombre de très grandes qualités, mais le but du jeu n'est pas vraiment atteint. Donc on peut se poser le problème de est-ce que la solution systématique qui est adoptée par beaucoup d'aménageurs de faire des îlots ouverts est la seule, la meilleure, ou ça dépend d'un certain nombre de conditions. Donc vous voyez là, à gauche, l'îlot dit fermé, et à droite, les îlots dits ouverts. Ça mérite d'être regardé. Alors, ça c'est une petite liste qu'on peut observer tout un chacun. Alors comment essayer de regarder les choses autrement ? Moi je propose 2 outils principaux. C'est de sortir d'un urbanisme de périmètre. Alors je sais bien que tout l'aménagement, c'est des périmètres fonciers, c'est des terrains qui ont un coût, qui ont des propriétaires. Mais quand ils appartiennent à la ville ou à l'urbain en général. Et donc la charge, notamment des pouvoirs publics, avant de parler d'espace public, c'est d'essayer de comprendre comment ces terrains rentrent dans des systèmes urbains et comment les mettre dans des systèmes urbains. Et donc pour ça,
il faut passer d'un urbanisme, je dirais, de périmètre à un urbanisme d'itinéraire. Des itinéraires, c'est-à-dire que vous allez, alors basiquement, vous allez d'un point à un autre, mais vous avez mille façons de construire des itinéraires, mais enfin, vous avez des itinéraires plus particuliers, qui sont les itinéraires du quotidien ou les itinéraires du week-end, et donc qui fait que vous allez plus ou moins utiliser des rues que j'appellerais actives, pas forcément commerçantes évidemment, mais avec des services, etc. Et puis des rues qui vont être résidentielles. Et je vais revenir à cette distinction actif et résidentielle parce qu'elle me paraît très importante. Et puis l'autre question, c'est de considérer l'ensemble de la nature des sols, y compris avec les problèmes d'imperméabilisation des sols, y compris avec les problèmes d'usage, pour sortir d'une vue de plan masse. Notre grand défaut, parce qu'on aime bien ça, en fait, c'est de voir les choses d'en haut. On voit les plans masse d'en haut, on fait des vues à vol d'oiseau, on fait des perspectives, voilà, ça existe depuis le Moyen-Âge. Mais il faudrait quand même essayer de renverser un peu le point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une ville pittoresque à hauteur d'homme, comme on dit, mais ça veut dire que cette question de ce qu'on trouve au niveau du sol, quand vous êtes dans l'espace public, mais après, quand vous allez rentrer dans l'organisation de différentes parcelles privées, est très importante. Alors, je reste sur ce premier point qui est la question des itinéraires. Souvent, non seulement l'urbanisme est périmétrique, mais quand il est organisé, maintenant, on parle beaucoup de cercle d'accessibilité, ou de ville du quart d'heure, ou de ville de la proximité. Je pense que c'est un point de vue assez étroit. Parce que si je regarde, par exemple... attendez, je reviendrai là. Voilà. Ces cercles d'accessibilité qui viennent souvent des transporteurs. Les transporteurs disent, pour organiser la fréquentation de la gare, il faut que... Les quartiers de gare, par exemple, pour le Grand Paris Express, se situent à 300 mètres. Ça a varié, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, etc. Mais ce n'est pas du tout ça, la réalité d'un quartier de gare. C'est plutôt le schéma qui est à droite. Dans le schéma qui est à droite, vous vous apercevez que d'un côté, il y a des rues très sympathiques, des rues déjà potentiellement commerçantes, ou avec un certain nombre de services, avec la poste, avec un jardin, avec un café, etc. Un trottoir à peu près confortable. Et bien là, si vous êtes sur ces voies-là, vous pouvez marcher beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup plus que 300 mètres. Là, je viens de l'agence où je travaille, je suis venu à pied ici en une demi-heure, très bien. Alors, vous me dites c'est Paris, il se passe toujours des choses au rez-de-chaussée de Paris. Mais c'est aussi vrai si vous avez une allée plantée, si vous avez dans un milieu urbain différent, vous pouvez trouver des tas de qualités qui va faire que vous allez faire beaucoup plus que ça. Vous allez faire avec plaisir une demi-heure de marche pour l'aller, une demi-heure, voilà, votre docteur sera content. Mais vous pouvez aussi faire beaucoup plus en vélo. Donc cette affaire de la proximité et de la ville du quart d'heure ou de la ville à 300 mètres est à mon avis une erreur assez importante. Le deuxième point, c'est que la plupart des rues sont résidentielles. Elles ne sont pas actives. Même vous allez dans le centre de Bordeaux, vous allez trouver les plus vieilles rues, qui sont les rues antiques puis médiévales, elles sont commerçantes, elles sont même devenues des rues piétonnes franchisées, mais il y a finalement une offre commerciale assez faible. D'autant plus qu'évidemment la grande distribution n'a pas véritablement contribué à maintenir ce qu'il y avait. Donc il faut admettre que l'immense majorité des rues sont résidentielles. Il suffit, on ne voit pas très bien là sur mes cartes, mais pensez que toutes les rues en gris sont des rues résidentielles. Et là où il y a des commerces qui subsistent ou des activités qui subsistent, c'est-à-dire là où c'est en rouge, c'est très faible par rapport à des linéaires de voiries résidentielles énormes. Même chose si je regarde le Grand Lyon, le Grand Paris, mais on peut faire cet exercice-là avec les cartographies qu'on a maintenant très facilement. Et puis troisième chose, les itinéraires, ça dépend de l'âge des réseaux. Au 19e siècle, il y avait des réseaux physiques. Bon, d'accord, le train arrive, le train de banlieue arrive. Il y avait des équipements, on allait à la piscine municipale, on allait au cinéma, on allait, etc. Deuxième âge, au XXe siècle, la voiture électroménager arrive, eh bien, on ne fait pas les mêmes choses
il y a des choses qu'on fait chez soi, il y a des choses qu'on fait dans d'autres endroits. Donc ça change les itinéraires et ça change même ce que vous faites dans un quartier. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez l'arrivée du numérique. Donc vous avez des modes de déplacement que les jeunes générations connaissent très bien, qui sont beaucoup plus opportunistes, qui sont que vous partez à un endroit, puis tout d'un coup vous êtes à un autre, et puis tout d'un coup vous êtes à un autre. Alors il y a des itinéraires très très métro boulot dodo, ils continuent très largement à exister, mais il y en a aussi qui sont très différents. Donc pour toutes ces raisons, cette question des itinéraires, elle doit être pensée correctement, des itinéraires résidentiels principalement, qui amènent à des itinéraires actifs, et qui vont offrir un certain nombre de services. C'est par ailleurs une des seules façons de concurrencer la voiture, c'est d'offrir sur un certain nombre d'axes, j'aime pas le mot axe, un certain nombre d'itinéraires, un certain nombre de services qui fait que, alors que la voiture est très performante parce qu'elle vous permet de faire plusieurs choses de façon opportuniste quand vous rentrez notamment le soir, si vous réussissez quand même sur les itinéraires à placer un certain nombre de services ou à les renforcer parce qu'ils seront sur le bon itinéraire et qu'il y aura un sens à le prendre, eh bien vous allez faire une offre qui va commencer à compter. Alors le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le deuxième élément de ce devoir d'invention, c'est donc dépasser la question des rez-de-chaussée pour cette question des raies de ville. Et pour ça, j'ai beaucoup cogité pour savoir comment penser cette question-là, pas uniquement avec la ville sur pilotis de Le Corbusier, mais en essayant de trouver des catégories. Construire des catégories, c'est la base d'un travail qui essaye d'être pas forcément théorique, ou théorico-pratique. Et donc je suis arrivé à l'idée qu'on pouvait un peu essayer de fabriquer des formes de planification, des formes de regarder la ville, avec trois catégories. Passant, poreux, profond. 3P, bon, d'accord, ça aide, mais ça représente assez bien ça. Ça, c'est un tableau de Vermeer, qui est très connu, qui s'appelle la Ruelle, qui montre assez bien, d'ailleurs, cette dame qui recoue sur le pas de sa porte, dans une cour profonde, une autre dame, et puis derrière la porte, voilà, on pourrait presque dire que à droite, c'est passant, au milieu, c'est profond, et à gauche, c'est poreux. Donc c'est un peu cette idée-là qui, je pense, est l'expérience urbaine, une expérience urbaine très riche, qu'on connaît bien dans les villes complexes et dans les centres historiques, mais qu'on peut, comme je vais essayer de le montrer, appliquer dans d'autres situations. Alors excusez-moi, je vais montrer quelques plans et quelques schémas un peu... J'espère qu'ils ne sont pas trop techniques, mais ils sont assez simples. Donc ça, c'est en plan à gauche, c'est de montrer comment on peut découper finalement un terrain avec des rues actives ou des rues résidentielles, avec une bande passante, sans jeu de mots, une bande poreuse et une bande profonde. Et donc vous avez à droite la coupe qui vous montre comment aussi on peut passer du collectif au commun dans une cour ou un jardin. Donc je prends des catégories très simples que tout le monde connaît, hein, c'est l'expérience de la rue et de la cour, et qui permettent de construire ces trois catégories passant, poreux, profond. Et donc après, tout mon problème, moi, c'est d'essayer de voir comment on pourrait fabriquer des documents d'urbanisme qui permettraient de faire de la profondeur. Parce qu'un des grands problèmes de cette affaire de Redville, c'est que si vous avez du stationnement partout, si vous avez des murs fermés en bas ou des grilles, etc., c'est pas très engageant. Donc comment on peut essayer de fabriquer des catégories qui permettront de faire après des rues résidentielles ou des rues actives, en distinguant bien les deux, et en acceptant qu'il va falloir faire, c'est une grande discussion chez les promoteurs, est-ce qu'on peut faire beaucoup de rues résidentielles en duplex, etc. Donc on y reviendra sans doute. Et donc voilà, ça c'est des tentatives de montrer d'un côté des rues, un côté résidentiel, de l'autre côté un côté actif, avec ces trois bandes. Alors pour ça, on a fait vous avez parlé d'un travail international. J'ai essayé de mobiliser un certain nombre de vieux amis dans les écoles d'architecture et d'urbanisme. Et on a fait des enquêtes. On a fait des enquêtes un peu comme ça à Sao Paulo, en Afrique, en Asie, à Singapour, etc. Avec déjà essayer d'analyser la bande passante, la première bande. Et là, on a des surprises assez étonnantes.
Bon, ça, c'est des images que tout le monde a vues, a repérées. Donc, on voit comment les gens s'approprient. Alors, la question du statut, la limite entre l'espace public et l'espace privé, on pourrait en reparler. Mais pour le moment, je fais que de l'observation et je regarde ce qui se passe. Voilà. Je vais passer sur celle-là. Là, par exemple, c'est à Sao Paulo. C'est des gens qui, c'est une batterie de parking au départ. Et les gens, ils l'ont occupé très différemment. Si vous regardez, il y a 30 maisons, elles sont toutes différentes. Voilà. Mais elles sont sur une bande de 5 mètres devant. Et donc, en 5 mètres, c'est une mesure qui m'a beaucoup intéressé. Pourquoi 5 mètres ? Parce que 5 mètres, au départ, c'est souvent un petit jardin. Il y a beaucoup de ça dans les grandes banlieues des grandes villes du monde. Vous avez souvent un jardin et une maison derrière ou des maisons rangées derrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La voiture est arrivée. Et une voiture, ça fait 5 mètres. Et donc, les gens ont démoli une partie du jardin et ils ont mis leur voiture. Une voiture ou 2 voitures. Ou ils ont transformé, ils ont fait un commerce. Donc, c'est devenu pour partie une rue active. Et comme ça, ils ont pu avoir 3 places de visiteurs qui se sont installées dans cette bande de 5 mètres. Donc on s'aperçoit que si vous planifiez une bande de 5 mètres dans des rues, je prends littéralement cette mesure-là, vous pouvez avoir un nombre de solutions très très différentes. Mais il faut accepter d'anticiper ça. Ça, c'est un autre exemple d'un très beau quartier de Bruxelles, où il y a beaucoup d'art nouveau. Et là, c'est très étonnant parce que vous avez des choses où même le garage est résolu sans aucun... ça se voit quasiment pas, sauf dans la solution au centre de ça. Et donc, vous avez des solutions très différentes de ce qu'on appelle le frontage, c'est-à-dire le rapport entre l'espace public et l'accès à la maison ou à l'immeuble. Ici, un autre exemple à Ahmedabad, tout à fait différent. Donc, je fais exprès de prendre des exemples très, très différents. Là, tout se joue avec la question de l'eau, et puisque vous avez une rigole d'eau qui se met dedans. Et donc, au fur et à mesure où sont arrivés les réseaux, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, le système entre le propre, le sale, le pur et l'impur ont dû jouer avec cette limite entre le public et le privé, voire l'intime. Et par contre, toujours à Ahmedabad, vous pouvez trouver des plateformes de 30 mètres de large dans lequel tout un système commerçant qui en fait est interdépendant s'est organisé. Ces exemples-là. Alors, passant, vous avez beaucoup de petits locaux commerciaux. Quand on parle du commerce, non seulement on lui prête beaucoup de vertus ou de capacité, de quantité à se réaliser, mais on trouve toujours que les formats sont... je vais aller plus vite, que les formats sont standardisés. Or, en réalité, si vous faites serait-ce qu'un tout petit peu d'observation dans les centres-villes, vous apercevez que il y a une blanchisserie automatique qui est là, il y a le type qui répare votre téléphone qui est là, et ces locaux, ils font quelquefois pas plus de 2 mètres par 3, voire moins. Et puis en revanche, vous avez des locaux très très profonds, vous avez des supermarchés qui arrivent finalement à se mettre dans des couloirs de 50 mètres avec 3 mètres d'ouverture et qui ne posent en fait aucun problème. Or, on croit toujours que ça doit être standardisé, ça doit être sous les pieds d'immeubles, ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela. En réalité, pas du tout. Ça se démerde, si je peux parler un peu trivialement. Et voilà. Donc, on peut regarder... alors, pour eux... Voilà une autre illustration de ce que pourrait être un tissu poreux ou l'anticipation d'un tissu poreux. Alors, il y a un exemple très intéressant, mais assez stigmatisé, parce qu'on dit le pilotis, ça ne marche pas. En réalité, ça marche dans certaines conditions, ça marche. Et donc, c'est ce que j'appellerais, mais les halls transparents, c'est aussi ça, mais il y a toute une série, à nouveau, de types qui permettent de faire cette bande poreuse, c'est-à-dire passant poreux. Je suis passé à la catégorie d'après. Donc ça, c'est des immeubles à Sao Paulo. Ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est des gens à Singapour qui ont fait une grande étude sur les pilotis à Singapour et qui sont absolument formidables parce que vous voyez dans les photos de gauche, vous voyez des personnes âgées qui passent. C'est sous des immeubles très très hauts, des immeubles de housing faits par les Anglais, puis après par les premières générations d'architectes singapouriens. Et ces gens sont là, ils sont quelquefois très âgés, ils sont très nombreux, et ils passent leur journée sous les pilotis ventilés
à faire de la gym, à faire de la cuisine, à papoter, à garder les enfants, voilà. Donc j'avance. Donc ça, c'est vivre sous les pilotis, c'est faisable. Je l'ai vu et on peut le montrer. Profond, ma dernière catégorie, c'est, à mon avis, une alternative à l'îlot ouvert assez sous-estimée, qui sont les cours. Les cours, c'est quand même très bien, parce que les cours, ça assure des îlots de fraîcheur, si on veut, ça assure de la sécurité assez facilement, sans faire tout un dispositif. Ça a des tas de vertus et des tas de formes. Comme vous pouvez le voir sur ces schémas, vous avez d'innombrables façons de faire des cours et de faire de la parcelle profonde. Les courets du Faubourg Saint-Antoine, je vais passer assez vite, les cours et jardins commandés du Marais. Alors vous avez un phénomène qu'on peut observer en ce moment dans plusieurs villes européennes, c'est comment on réunit plusieurs cours, plusieurs rez-de-chaussée entre eux pour faire un système de cours commandés, une autre façon de faire un peu des malls commerciaux. Les passages parisiens, on connaît. Alors pour terminer, je vais montrer, pour montrer comment je vais essayer de rendre opérants ces principes itinéraires et de ville. J'ai pris 4 situations: urbain, campagne urbaine, formel, informel. Donc voilà, quand on essaie d'associer les choses entre elles, on peut essayer de réfléchir. Alors jusqu'à quel point il faut dessiner ça, ou il faut le dessiner pour la planification, ça c'est des questions encore très ouvertes pour moi, mais qui montrent ce que pourrait être un tissu différent que celui qu'on fabrique quotidiennement en ce moment. Alors voilà, j'ai pris un quartier, puis j'ai fait un mixte de transformation dans le tissu ou d'extension dans le tissu. Ça, par exemple, c'est quelques petites opérations sur le phénomène des terrasses qui se sont passées récemment dans Paris, qui ont donné un peu quasiment des allures de western à la ville, et comment on pourrait finalement transformer aussi, à passer à résidentiel, si on le voulait, un certain nombre de rues, progressivement en passant par cette étape de la terrasse éphémère. Voilà, je passe assez vite. Ça, c'est une chose très intéressante pour essayer de montrer qu'on essaie de réfléchir à tous les tissus. C'est comment on pourrait changer les boîtes commerciales avec le phénomène des drive vélo, drive voiture, etc., en s'avançant en contre-allée et en ayant des systèmes de dépose et en faisant des contre-allées, non plus en ayant ces grandes aires de parking imperméabilisés. Ça, c'est dans les problèmes d'extension de bourgs et de maisons individuelles, avec des solutions de maisons à patio. Et ça, on a même regardé des solutions dans les quartiers informels. Alors, je voudrais juste terminer par quelques images sur les... changer de regard, ça veut dire aussi changer les méthodes de représentation. Alors ça nous rappelle assez directement les architectes. Alors pour ça, il y a évidemment un fameux exemple sur la façon de dessiner les rez-de-chaussée, c'est ce qu'on appelle le plan de Nolli de 1748 de Rome. Nolli a dessiné, c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'image, a dessiné tout Rome de façon très exacte, mais en représentant le rez-de-chaussée d'un certain nombre de monuments, les églises, des palais, certaines cours importantes, certains passages. C'est un plan qui fascine et qui a beaucoup inspiré, black and white, comme ça, et qui est évidemment très, très intéressant comme façon de dessiner le rez de ville en intégrant des pratiques différentes. Alors, il y a une autre façon qui est assez à la mode, notamment venant d'Asie, c'est en faisant des vues frontales basculantes qui vous permettent de voir à la fois les intérieurs, à la fois les extérieurs, à la fois les raies de ville. Ça existe depuis le Moyen-Âge. À gauche, c'est une maison, c'est un relevé fait par les premiers, avant l'invention de la perspective et du géométral. On utilisait toutes les façons, de façon très librement. Et de façon bizarre, c'est revenu en pleine période numérique, c'est revenu à la mode. C'est des images que vous voyez sur la droite, ça c'est fait par des jeunes Chinois qui présentent maintenant les projets de cette manière-là. Donc c'est une question qui traverse largement la planète urbaine, si j'ose dire, cette question du rez de ville, dans le formel, dans l'informel et un peu partout. Alors pour terminer, les itinéraires connectés, je pense que Sophie va parler un peu de l'arrivée du numérique dans tout ça, qui évidemment change peut-être les formes de représentation et d'orientation, mais fondamentalement pour moi, c'est peut-être un élément de débat, fondamentalement pour moi, ça ne change pas cette question du rez de ville et des itinéraires.
Voilà. Alors après, il y a des discussions plus pour les aménageurs. C'est comment créer de la valeur avec ce Redville. Mais peut-être je peux laisser ça de côté, puis on y reviendra s'il faut. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était pas trop speed, mais j'ai essayé. Merci beaucoup, David. Non, c'était très riche, très complexe, pas compliqué, complexe, comme l'est justement le sujet lui-même. Sophie, à toi de réagir. C'était large, protéiforme, c'était aussi ambitieux, intéressant que ce que je pensais. Moi, je vais commencer par un petit aparté personnel sur la question du Redville quand tu m'as invité, Pierre, et pourquoi j'ai réagi. C'est un sujet, moi je suis rentrée dans la promotion immobilière. D'abord j'ai commencé par la promotion donc en 2007, un des fameux cycles, à nouveau une des fameuses crises de l'immobilier 2007-2008, et très rapidement je suis rentrée sur les sujets de la ville et je me suis rendu compte qu'en fait, contrairement à ce que je pensais en tant que personne qui fait la ville, le commerce était un caillou dans la chaussure du promoteur. Et c'était très choquant pour une jeune professionnelle comme moi, c'est-à-dire qu'on m'expliquait qu'au final, j'allais vendre surtout des carreaux de plâtre et surtout, j'allais me débarrasser très vite de ce programme pour pouvoir le céder et que ce soit plus un problème dans le bilan, hein, puisqu'on réagissait comme ça, en fait, on parle d'usage, on parle de bilan, et que surtout, il ne fallait pas s'en préoccuper, et qu'on était face à un aménageur qui était vraiment terriblement interventionniste, à vouloir en plus nous indiquer qu'il y avait un pharmacien de la ville qui cherchait et qu'on ferait ce qu'on veut, on est quand même des promoteurs. Et c'est vrai que ça a été un premier choc en me disant mais comment ça se fait que ce commerce soit un caillou dans la chaussure qui n'était pas mon ressenti. Mais je n'avais pas conceptualisé ça, je n'avais pas réfléchi plus que ça. Et je dirais mon éveil à cette question est vraiment venu de mon passage à la ville que tu citais, qui date, donc c'était le premier mandat d'Anne Hidalgo, je travaillais au cabinet de Micica. Et ça a été notamment tout mon travail qui a pu être fait avec, alors je les cite parce que je trouve qu'ils font un travail formidable, qui est la SEMEST, qui est une SEM peu connue, je pense, qui est connue des professionnels, mais peu connue du grand public, qui doit, alors à l'époque, mais ça commence à dater, posséder 700 pieds d'immeubles dans Paris. Et j'ai compris que le commerce était un propos politique. Alors tu me disais que tu avais eu Hervé Lebras il y a récemment, je sais que c'est quelqu'un qui parle là-dessus. Il y a un propos politique sur le commerce parce qu'on le voit dès qu'il n'y a plus de commerce, on va en parler, mais aussi sur la désertification des centres-villes et autres, et ben on voit que c'est là que les extrêmes prennent le pas aussi. Et que donc il y a un véritable lien qui a longtemps pas été assumé sans doute dans le propos politique entre le commerce et ça, mais qui a un vrai propos politique, de droite ou de gauche d'ailleurs, mais à vouloir redynamiser les centres-villes et apporter ça. Parce que dès lors qu'il n'y a plus de commerce, il faut se le dire, il n'y a plus de sécurité. Et on part dans un cycle extrêmement négatif. Et la CMS a fait un travail formidable, puisque la ville de Paris lui avait délégué le droit de préemption sur un certain nombre de pieds d'immeubles. Et donc, a fait un travail formidable autour du canal Saint-Martin, autour du quartier latin. Et quand je suis partie, en tout cas plus récemment, c'était tout ce qui était les QPV, les fameux QPV, donc les quartiers prioritaires, enfin les quartiers politiques, mais à l'époque on appelait ça quartier prioritaire de la ville, donc sur les abords de Paris, sur la frange de Paris. Et c'est vrai que j'ai vraiment été sensibilisée à cette question de tout l'intérêt que pouvait avoir de partir. Et c'est donc là que j'ai découvert qu'on était en France dans ce modèle-là, mais qui n'était pas du tout le modèle anglo-saxon. David citait les modèles internationaux, Singapour ou autres. Dans les modèles anglo-saxons, on parle du placemaker, donc on va penser l'usage, on va penser le pied d'immeuble avant de penser le reste. Alors que nous, on est dans un modèle de la fabrication immobilière en France, alors peut-être dans d'autres pays, je n'ai pas le recul nécessaire, mais qui est de le penser comme une résultante. Et c'est complètement contradictoire, c'est-à-dire qu'on pense ça comme une résultante. Donc en général, une résultante, c'est pas très riche, c'est quelque chose qui reste. Tant mieux si c'est utilisé, tant pis si ça l'est pas. Voilà. Donc c'est quelque chose que moi qui m'a porté dans ma pratique, et quand je suis revenue dans la promotion immobilière en 2017, c'est quelque chose, alors il y avait eu toute l'émergence, peut-être par les remontées et d'autres, de cette question des usages. Et c'est vrai qu'à l'époque j'ai fait le choix d'aller chez un promoteur qui défendait ça, sans doute drivé par cette question, et de penser le pied d'immeuble. Et du coup, ça fait quelques temps que je réfléchis là-dessus et que je me rends compte que nous, en tant que promoteurs, on est face à une autre limite, qui est celle de la temporalité. Le promoteur, on est face à une marge de promotion qui doit être réalisée. En général, on a un délai de réaliser cette marge de promotion. On ne peut pas s'inscrire dans la durée. Or, qui réfléchit au Redville, je dis Redville volontairement pour inscrire, doit réfléchir dans la durée, qui n'est pas la temporalité du promoteur.
Donc à un moment donné, on est limité, nous, en tant qu'opérateurs, sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'une de nos... Alors je dévoile pas tout, mais ça fait partie des réflexions qu'on a. Et il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont en train de se positionner. Nous, on travaille par exemple pour la foncière Belleville à Toulouse, donc pas sur l'aérospace, mais sur la cartoucherie, donc qui est une foncière solidaire. Nous-mêmes, on a des réflexions. Il y a d'autres acteurs qui en ont des réflexions là-dessus. C'est de se dire qu'il manquait jusqu'à présent un acteur qui était l'acteur investisseur. Et c'est ce que faisait la CMA-Est finalement. C'était d'acheter des murs avec la Banque des Territoires pour permettre d'avoir des loyers modérés et de permettre à des gens qui apportent de la valeur de l'usage de se mettre dans des pieds d'immeubles. Et voilà. Et aujourd'hui, dans la chaîne immobilière, il y a toute cette réflexion en tant que promoteur, on ne peut pas résoudre seul cette question. Il manquait un chaînon qui est en train de se constituer, qui est celui des investisseurs privés, mais disons solidaires, avec des ententes de rentabilité aussi limitées. Parce que le pendant du caillou dans la chaussure, c'est qu'il y en a qui voient ça comme la vache à lait. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'en cèdent le plus vite, il y en a d'autres pour qui c'est la vache à lait. Et finalement, c'est trouver des modèles qui soient beaucoup plus modérés, en tout cas dans la création de valeur et de repartage de la valeur qui est créée par ces commerces. J'oublie à ça. Et puis, il y a aussi les pouvoirs publics quand même qui s'en sont saisis depuis quelques années. Tous les programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, ça reste la problématique principale. Ça reste la revitalisation des centres-villes de ces villes-là. Demain, il y a le nouvel, alors je ne sais pas si c'est un nouvel Eldorado, mais en tout cas, la nouvelle question, c'est, on en parlera, quand on dirait de ville, c'est quelle ville? Parce que là, on parle des villes denses et autres, mais on s'en est parlé lors de la préparation. Ce périurbain va être aussi un vrai enjeu. C'est quelle est sa valeur et comment le redévelopper, ce périurbain. Voilà, donc tout ça, moi, on va peut-être avoir l'occasion d'en discuter, ça m'amène des questions. Et je rajouterai, pour finir, le gros aparté personnel, c'est ce que je disais à David. Moi, ça me fait plaisir d'avoir à échanger, merci pour l'invitation, parce que moi, à titre personnel, mes parents habitent à Montaudran, donc c'était le hasard. Moi, j'ai fait toute mon enfance à Montaudran, donc là où il y a l'aérospace. Donc moi, j'ai connu une piste, un grand linéaire qui était une frontière de la ville, qui était parallèle à la rocade, parce qu'on a à Toulouse, on appelle le périphérique, on l'appelle la rocade, qui est appareil. Et bien voilà, c'est un morceau de ville, je ne sais plus quel est le périmètre exact, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce morceau de ville, comment on invente une ville. Et c'est vrai qu'il y a eu cette formidable arrivée des machines qui sont arrivées là, dont j'ai retrouvé. Et la première fois où j'ai habité Paris, j'ai habité autour des Halles. Donc David, votre expérience professionnelle m'a suivi dans ma façon de vivre la ville, de l'appréhender. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Et donc peut-être pour réagir et pour lancer les questions, sauf si Pierre, tu veux toi en lancer. Moi, ce qui m'a interrogée David, dans ce que vous avez dit, c'est que je trouve que ça amène aussi une grande question. J'ai beaucoup aimé votre approche, moi, des itinéraires. Je trouve qu'effectivement, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure et bien sûr Carlos Moreno, que j'apprécie beaucoup, qui en parle très bien. J'aime cette question de l'itinéraire parce que c'est une question qu'on aborde aussi peu. C'est pas un point de vue qu'on a. On a une vision plan masse, et ça, nous, en tant qu'opérateur immobilier, vous avez raison, on continue à regarder une vision plan masse. Alors, on a des belles perspectives qui commencent à se mettre à l'échelle du piéton, mais on regarde quasiment, on laisse les flux aux urbanistes, aux géographes, aux gens sérieux, aux aménageurs. On le laisse à une autre catégorie. Alors que cette question des flux, elle est primordiale. Et moi, cette question de mes flux m'amène une autre question sur laquelle j'aimerais bien votre réaction. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est finalement on est de plus en plus dans un débat qui est celui de l'efficacité par rapport à celui de prendre le temps et de savoir flâner. Vous le disiez, le numérique, les GAFA et autres, nous amènent une nouvelle façon de concevoir la ville. On en parlait aujourd'hui quand vous consultez Maps, vous avez un algorithme qui vous guide dans un souci d'efficacité, d'aller du point A au plus B le plus rapidement possible, mais d'efficacité des fois un peu contrôlée par les GAFA eux-mêmes sur par où on va passer les itinéraires. Et on n'est plus maître aujourd'hui de ça, et on n'a même plus ce loisir de la flânerie. Et donc je trouve qu'on est entre d'un côté un sujet d'efficacité extrêmement fort, je vais aller d'un point A à un point B, je suis très pressée notamment dans les grandes métropoles, il faut que tout soit efficace, et puis les algorithmes m'amènent à l'être, en même temps j'ai un souci de flâner, je me rends compte de toute la valeur qu'apporte la flânerie, et comment aujourd'hui vous, au terme du projet urbain, vous gérez ça, ce double enjeu qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, Sophie,
Si je ne me trompe, tu t'intéresses tellement à ce sujet de la flânerie que tu es vice-présidente d'une association marseillaise qui s'appelle Va jouer dehors, non, c'est ça? Oui, tout à fait, qui est Va jouer dehors, qui a été lancée par l'architecte Mathieu Poitvin et qui a été lancée à la suite, en fait, pendant le confinement. Et c'est drôle, parce que le Va jouer dehors, c'est sort de là, ce qui était quand même le contraire de ce qu'on nous a dit pendant plusieurs mois, de rester bien enfermé, qui était plutôt, voilà, Va jouer dehors. En plus, à Marseille, ville du soleil, ou ville où l'enfance a un vrai rôle dans la rue aussi, et souvent qui n'ont pas d'espace privé. Y compris dans la rue résidentielle d'ailleurs, pas seulement dans la rue commerçante. Oui, ça on en parlera, je voudrais bien en parler avec vous aussi, mais c'est une vraie question, c'est de s'approprier l'espace public et pas rester que dans l'espace privé, parce que des fois il y a des gens aussi qui n'ont pas cet espace privé, et s'approprier l'espace public pour jouer, j'ai dit flâner, mais il peut aussi, effectivement, tu as raison, il y a jouer, il y a toutes ces activités qui ne sont pas des activités marchandes, mais qui en font partie. Donc comment vous, en tant qu'urbaniste, quand vous arrivez sur un secteur type Toulouse ou d'autres, vous gérez ce double enjeu? Et j'ajoute une question qui nous vient de Catherine Minot, qui nous écoute attentivement, et c'est une question pour David, je pense. Elle demande si les rez-de-chaussée doivent avoir tous la même hauteur. Et elle demande si on distingue les rues résidentielles et actives ou si on propose du duplex au rez-de-chaussée. Voilà. Et puis moi j'ajoute une dernière question, comme ça vous allez choisir celle qui vous intéresse le plus, David. Vous avez parlé des copropriétés qui sabotent la traversabilité des îlots ouverts. Est-ce que en fait on peut considérer que c'est plus flexible quand on a des ensembles locatifs avec des propriétaires institutionnels? En gros, est-ce que c'est pas la propriété individuelle des logements qui est gênante dans tout ça? Et dans quelle mesure? Bon, beaucoup de questions, merci, très diverses, donc je ne sais pas par où commencer. Vous êtes libre. Non, mais je pense que la première remarque libre, sauf que je vous interromprai peut-être pour vous en donner d'autres si elles arrivent dans le chat, c'est tout. Alors, je vais commencer par une espèce de point de méthode. C'est-à-dire que si d'emblée on se dit les GAFA ont le pouvoir, la vidéosurveillance est là, la sécurisation généralisée des espaces est inéluctable. Je crois que ça, il ne faut pas partir comme ça. Si on part comme ça, on ne fait rien. Et alors, pour aller un peu plus loin que cette alternative un peu basique, c'est que je pense que les choses sont un peu mouvantes. Par exemple, sur les affaires de sécurisation des espaces, elles sont en ce moment en transition. Elles sont à la fois physiques et à la fois numériques. Alors, est-ce que ça va aller vers du tout numérique avec, évidemment, ce côté terrible de Big Brother, c'est-à-dire que tout est sous reconnaissance faciale, etc. Mais avec comme contrepartie que les barrières physiques certaines vont peut-être s'effacer puisque vous serez tracé partout. Donc, vous voyez, les alternatives ne sont pas très sympathiques, je le reconnais, mais il faut bien en prendre une et essayer de penser qu'on se bat pour des valeurs, pour dire les choses assez simplement. Et donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûr alors, Google est très rapide. Par exemple, moi, je m'intéresse à qui dessine les Redville en ce moment. Alors, évidemment, c'est Google, parce que Google, il vend. Le problème de Google avec les Redville, c'est qu'il vend de la carto. C'est-à-dire, si vous voulez être sur les cartes de Google Maps et les cartes d'itinéraire, si vous êtes un commerçant qui veut bien payer, vous serez sur la carte. Vos voisins n'y seront pas. Vos voisins peut-être perdront leur site. Et puis, il ne subsistera que ceux qui... Alors, c'est ça... À mon avis, c'est ça une des questions principales, d'autant plus qu'ils sont capables de dessiner entièrement les Redville. C'est-à-dire, ils payent et puis ils rentrent dans ce local et ils vont le dessiner en rez-de-chaussée, ce sera mieux que Noli. Mais ce sera très sélectif. Donc il y a des alternatives. Il y a les cartes collaboratives, etc. Et puis il y a peut-être des choses tout à fait bêtes et méchantes, c'est d'essayer de travailler des représentations assez simples. Ce qui m'amène, alors je vais prendre la question de la hauteur des rez-de-chaussée, parce qu'elle est intéressante, cette question de la hauteur. Ce n'est pas forcément les mêmes hauteurs. Quand c'est actif, c'est plutôt des structures qui vont permettre, poteau-poutre, qui vont permettre, alors je rentre un peu dans la technique, qui vont permettre des réversibilités ou des adaptabilités beaucoup plus faciles. Les logements, c'est plutôt des duplex avec 5 mètres de vent pour pouvoir avoir une pièce en plus, mettre un local, etc.
Alors quel est le grand intérêt de tout ça pour les promoteurs? Moi j'ai fait un listing, on n'a pas le temps de l'aborder ce soir, mais ce serait un débat notamment à avoir avec cette association où il y a beaucoup de promoteurs. C'est que quand le paysage urbain, avec des allées résidentielles, où il y a besoin d'avoir 3 mètres pour que les piétons, 3,50 mètres pour que les pompiers, le déménageur puissent arriver, et que vous êtes au milieu de 2 jardins, en réalité, là, d'abord, vous trouvez des solutions pour faire jouer les enfants, qui est Thierry Pacaud, je le remercie de m'avoir fait inviter ici, qui est un grand passionné de cette question-là, à juste titre. Hein, il y a eu plusieurs articles récents et des livres sur comment les enfants restent chez eux, mais les parents aussi. Hein, donc tout ça n'est pas très... considérons là aussi qu'il ne faut pas être fataliste sur la question, mais c'est surtout ce qui est intéressant. Donc ce qui est intéressant, oui, des duplex évidemment, ou des souplex, c'est mieux. Il faut résoudre pour les problèmes du résidentiel, il faut résoudre les problèmes phoniques, les problèmes de vue, les problèmes de passage, mais tout ça on sait parfaitement faire tout ça. C'est une question de modèle économique. Donc si on a la volonté, et je vais revenir sur la question qui manque autour de la table, c'est-à-dire aussi les municipalités, enfin les gens qui font les documents d'urbanisme. Et donc, parce que la question de la hauteur, alors là je parle de la question de la hauteur des immeubles riverains, devient tout à fait relative à partir du moment où il se passe des choses en bas, où c'est agréable en bas. Je prends toujours, on en parlait, l'exemple de New York, parce que tout le monde le comprend. Quand vous êtes dans une rue de New York, qu'elle soit des maisons rangées, ou qu'elle soit à Soho, ou qu'elle soit dans n'importe quel quartier, vous ne pensez plus qu'au-dessus, vous avez des immeubles de 60 étages, ou de 2 étages, ou de 3 étages. Donc ce débat très stérile sur la hauteur des immeubles qu'on a eu toutes ces dernières années, il peut être très relativisé par rapport à ça. C'est à mon avis parce que les rez-de-chaussée ne sont pas sympathiques qu'on se préoccupe que les bâtiments et qu'on regarde le plan masse des bâtiments et on focalise là-dessus. Alors sur le problème que vous avez évoqué, qui est vraiment un sujet très important, Pierre Vels a fait une très bonne interview dans Libération il y a 6 mois, en terminant son interview en disant il y a 2 problèmes, des politiques foncières et les problèmes de tous propriétaires. Et évidemment, tous propriétaires, c'est beaucoup plus difficile, sachant comment les règlements de copropriété fonctionnent de par la loi, de faire des évolutions, des usages des cours qui peuvent se changer, même des usages de n'importe quoi dans un immeuble qui veut se changer, même faire un local vélo, c'est problématique. Donc ça, effectivement, c'est au nom d'un rez de ville, au nom de rues qui fonctionnent, au nom des usages, c'est un argument, à mon avis, très fort pour inciter à réfléchir. Alors on peut réfléchir au commun, mais on en parle beaucoup, mais bon, ça n'a pas l'air de prendre si bien. Mais en tout cas, c'est sûr que si vous avez des locataires qui ont un vrai usage, et avec des propriétaires qui sont un peu intelligents, ou que ce soit des bailleurs, ou que ce soit des investisseurs, etc., on peut imaginer des solutions d'usage dans des cours beaucoup plus intéressantes. Alors, les autres questions, c'était sur... Il y avait des questions dans tes questions, Sophie. Oui, alors non, oui, par rapport à ce que peuvent faire les aménageurs, alors effectivement, le gros problème, c'est le maillon des municipalités. Or, je pense que si on prend sous l'angle rez de ville, il y a vraiment une perspective à donner. C'est dommage que le sujet ne soit pas assez avancé, parce qu'après les élections municipales, c'était un bon moment, au moment où les nouveaux élus se posent des questions de comment organiser les services. Au lieu d'avoir une accumulation pour traiter des problèmes de rez de ville, d'avoir le service des poubelles, le service de l'enfance, le service du commerce, qui est effectivement celui qui vient tout de suite en avant, parce que, comme vous l'avez dit très justement, c'est le plus visible, y compris électoralement, et donc pour l'image de la ville, avoir des éléments fédérateurs qui posent les itinéraires avant que les promoteurs arrivent, en leur disant, écoutez, dans l'organisation de votre ZAC, on a une voie qui existe, et c'est là qu'on va renforcer, les autres, vous les ferez résidentielles.
et basta. Et vous avez plus de chances, parce qu'on n'arriverait pas à les commercialiser, parce que nous, on veut que cet itinéraire-là, il fonctionne pour faire beaucoup de choses dessus. Donc, je pense qu'il y a des façons de tisser ces choses-là. Et donc, voilà, autour d'une certaine vision de... J'ai une question d'Émilie Bajolet. Bonjour Émilie, qui dit comment on fait avec les raies de ville existants. Comment on fait pour rendre l'existant plus poreux, profond et vivant. Oui, alors vous avez évoqué qu'est-ce qui se passe dans le périurbain, par exemple. Donc, par exemple, le périurbain. On va en profiter pour partir du périurbain. Oui, en reprenant les deux, mixons les deux questions. Parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Au fond, le plus difficile, oui. Mais en même temps, pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est que c'est ancré la technique du lotissement de maisons individuelles qui fait que ce ne sont que des maisons individuelles les plus isolées de ses voisins et les plus isolées de la rue. Donc ce modèle-là, qui a été survendu comme étant c'est ça que les gens veulent. Ils veulent avoir une maison isolée, ce que j'ai raconté dans la vie franchisée en large et en travers, mais ça a évolué. Pourquoi ça a évolué? Parce qu'encore, moi je pense, par expérience, que les choses bougent quand vous avez à la fois les idées et à la fois le modèle économique commence à tanguer. Dans le périurbain, quand il n'y a plus le foncier pour faire des parcelles de 500 à 1000 m², les gens se disent... la situation économique n'est pas très brillante, que les gens, ils vont pas forcément vivre ensemble pendant 70 ans, etc. Donc les situations familiales, les ados arrivent. Donc les gens ont compris quand même que la vie n'était pas, que c'était l'aspiration du jeune ménage au deuxième enfant de faire sa maison, mais que ça pouvait pas, c'est pas pour toute la vie, quoi. Et donc on peut densifier les parcelles. Non seulement les densifier en redécoupant la parcelle, en faisant une extension, etc., qui rend service à tout le monde, en faisant du travail à domicile, etc., qui permet de gérer des héritages, qui permet, mais ça doit s'accompagner aussi d'une évolution des PLU qui ne doivent pas être purement résidentielles. Parce que dès que vous autorisez un garage de venir dans le bord d'un lotissement, c'est très bien, ça va rendre service à tout le monde dans le lotissement, et pourquoi pas. Bon. Et donc plutôt que d'avoir moi je vois en Bretagne des zones d'activité absolument démentes d'aires de parking gigantesques pour une petite boîte et qui s'additionnent. Au lieu de fabriquer tout ça dans des tissus où il y a beaucoup de place encore. Ouais. Donc ça, pour moi en tout cas sur le plan de l'espace, c'est pas un problème. Oui, alors c'est plus difficile dans dans les rues urbaines, il y en a qui sont résidentielles qui pourraient devenir actives et d'autres qui sont actives qui pourraient devenir résidentielles. Il y a un sujet que je n'ai pas évoqué là, parce que il y a déjà assez de sujets comme ça, qui sont quand même les réseaux. Donc quand vous voulez transformer une voie active, vous changez le profil de la voie, pour être technique. Si vous changez le profil de la voie, c'est-à-dire le fil d'eau, les réseaux qui sont dessous, etc., c'est pas facile, ça coûte beaucoup d'argent et c'est pas simple. Donc il faut avoir beaucoup conscience de ça. Mais si on trouve des solutions pour faire ça, pour pouvoir faire des changements, des évolutions des réseaux et des évolutions des usages des rez-de-chaussée, on peut y arriver. Voilà. Mais enfin, c'est pas un cas quand même, c'est pas le cas le plus courant. Je veux dire que tout ça suscite beaucoup l'intérêt de nos auditeurs. J'ai des réactions, mais peut-être je vais laisser Sophie. Oui, je voulais juste rajouter un mot. Alors, je reviendrai sur ce problème des documents d'urbanisme. Mais vas-y. Avec plaisir. Non, je rajoute juste un mot. Alors, le problème est très complexe et en plus, vraiment, on ne parle pas des mêmes choses quand on parle de la ville existante, comme demandait la personne. De quelle ville, la grande ville, la moyenne ville, la ville moyenne. Enfin, on n'est pas du tout dans les. C'est pas du tout de toute façon les mêmes solutions. Et je pense que le propos est de dire qu'il n'y a pas de méthode. Et je voulais le dire parce que la question de la méthode, des fois, que ce soit. Alors en urbanisme, je connais pas, mais chez les opérateurs, il y a un peu ce truc-là de
j'ai un peu la solution sur étagère. Et c'est vrai que dans notre métier, on a une tendance à un défaut qui est je vais avoir la solution sur étagère, la standardisation. Et si ça a marché dans ce coin-là de tac, tiens, ça a marché, je vais amener la même destination à l'autre bout de la France, alors qu'on n'est pas du tout dans la même problématique. Et moi, je l'ai beaucoup vu. Alors là, c'est en plus un propos que j'ai vu quand je suis passée à la ville de Paris, parce que je suis passée au moment où il y a eu l'émergence du fameux tiers-lieu. Alors c'est assez amusant, parce que le tiers-lieu, moi, je l'avais un peu manipulé il y a quelques années quand j'étais déjà promoteur, parce que justement, comme on n'arrivait pas, il n'y a pas de commercialité, on s'était dit, tiens, il y a un truc qui arrive dans les pays anglo-saxons, le third place, le tiers-lieu, on ne sait pas trop. Et vous avez l'impression que c'est devenu la méthode. Je ne sais pas si vous aviez vu cette expo à l'Arsenal qui était super sur la réinventer, où vous avez fait un mur de mots, les murs des mots utilisés. Mais c'était une caricature de la promotion immobilière qui essaie de... Enfin, la promotion et tous nos métiers. On a l'impression, on met tous les mots et pif, on va avoir ça va marcher. Et je trouve qu'il y a un peu un sujet sur ces pieds d'immeuble qui est, on est passé d'un extrême à un autre. Ça n'a pas de valeur, faut le virer. Ah maintenant, tiens, pour gagner un concours, il faut penser usage. Donc on va penser usage, on va chercher quelqu'un, on va le pousser là. Et on va dire que c'est un tiers-lieu. Quand il n'y a pas de commercialité, qu'il n'y a pas de densité, parce qu'il y a quand même cette réalité, le commerce, ça reste un sujet quand même de commercialité. Et oui, vous pouvez vous amuser à penser que vous allez mettre n'importe quoi, ça va marcher, ça va créer un lien d'essai. C'est pas simple, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, quand il n'y a pas de commercialité, on se dit, très bien, un tiers-lieu. Voilà. Donc, je fais juste une petite alerte sur... Mais vous êtes d'accord tous les deux, effectivement, sur le fait qu'il faut assumer le fait qu'il y a des rues, qu'il y a des rues résidentielles. Oui, et moi, je trouve ça très intéressant, parce qu'on l'entend peu, finalement, ça, David. C'est qu'il faut l'assumer. Et comment on leur donne une valeur à ces rues résidentielles? Parce qu'on a tendance à se dire, il faut mettre du commerce partout et tout. Non. Parce que sinon, ça finit en carreau de plâtre et ça finit avec un remède pire que le mar. Non, on cherche des logements avec jardin, on peut les trouver là. On cherche des logements confortables, R+1, donc qui permet de prendre la lumière quand vous êtes en bas. On peut les trouver. On cherche des logements accessibles au PMR. Plutôt que par exemple, je suis allé en Australie, à Melbourne, j'ai un souvenir absolument extraordinaire d'un quartier entier où il y avait des vieilles personnes qui étaient vraiment très âgées, qui étaient la plupart du temps dans des fauteuils à roulettes et qui étaient aidés par des étudiants, mais ils habitaient tous des maisons avec une petite véranda devant et ils passaient leur journée soit à regarder les gens qui passent, soit à être là parce que le climat était bon et ils étaient en rez-de-chaussée. Donc déjà, après effectivement, on va parler, on va mettre des logements à bail court pour les étudiants, pour des étrangers, pour des migrants, etc. Donc il y a déjà des choses. Mais la difficulté mentale, l'angle mort de l'affaire, c'est qu'il faut faire des rues résidentielles. C'est ça le sujet. Après les autres, vous avez tout fait raison. À mon avis, il faut plutôt avoir des structures flexibles, ce qui permet de faire des grandes moyennes. Et des zones résidentielles qui ne sont pas forcément mortelles. On ne s'ennuie pas nécessairement. Mais je pense que tout le monde est contre. Je veux dire, les gens adorent quand ils se promènent dans des allées. Quand on va à la Cité des Fleurs ou autre, personne ne se pose la question on est dans ça. Et c'est à l'inverse, je dirais, de l'urbanisme des macrolots du processus, alors on pourrait débattre là-dessus, le processus de résidentialisation, alors qui peut avoir des vertus, mais je trouve extrêmement, quand j'habitais Paris, parce que j'ai déménagé, mais que je trouvais des fois un peu choquant dans cette... Les grilles, on s'en est parlé, même Pierre, quand je t'ai dit là, mais pourquoi en fait, il y a des grilles? Parce qu'il y a aussi une problématique, et c'est l'autre terme du débat, qui est l'espace public, espace privé. Et nous, quand on est opérateur, on nous donne un espace privé, on a un investisseur qui, lui, ou à plusieurs investisseurs, parler des copropriétés, ça c'est encore pire, effectivement, qui eux vont avoir un sujet, c'est j'assure ma sécurité, pour faire ma sécurité, je me ferme. C'est une grande tendance actuelle de je me ferme pour surtout avoir mon espace privé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi cette question qu'on est soit dans de l'espace privé, soit de l'espace public, alors qu'en fait, cette frontière est de plus en plus floue, et il faut l'assumer comme telle, qu'il y a des... Alors, Isabelle Barraud-Servati qui cite beaucoup le trottoir, il y a beaucoup de recherches là-dessus, et il y a le trottoir en dessous avec la ville des réseaux, et ce qu'il y a au-dessus, qui on ne sait pas trop. Mais ça, le problème, c'est qu'on est régi par des documents d'urbanisme, nous, on vend des choses avec des parcelles à d'autres, où il faut être dans l'un ou dans l'autre. Et comme on ne sait pas assumer que dans les usages, ça peut être l'un ou l'autre, la fameuse question de la réversibilité, il y a aussi un statut de cet espace où c'est compliqué aujourd'hui, parce que dans tout ce qui est le juridique, je crois que tu voulais parler du juridique, des documents de PLU et autres, comment traduire
ce fait qu'il peut y avoir ce flou, c'est ça qui va permettre cette réversibilité, que les gens se l'approprient. En fait, s'approprient et puissent sortir de leur immeuble. Vous montriez tout à l'heure les restaurants qui se sont appropriés. Ils ont fait obligation avec la situation sanitaire, mais ils se sont appropriés les places de stationnement. Et en fait, on a été face à une crise épidémiologique qui nous a amenés à faire ça. Mais si on avait voulu le faire à l'époque, j'imagine la ville de Paris, si la ville de Paris avait dit bon alors vous avez, oh là là, non mais je pense que ça aurait été c'est comme les coronapistes, on savait pas faire, c'était hyper compliqué de faire des pistes cyclables, c'était bon, il y a eu le Covid, alors j'aurais préféré qu'il n'y soit pas, mais d'un coup pif, vous avez vu que Paris est devenu cyclable, c'est quand même quelque chose de formidable. Et des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on ait une flexibilité, qu'on ait quelque chose qui n'est pas du tout permis par tous les outils qu'on a, malheureusement. Ouais, alors ça, c'est aussi le constat ou l'angoisse, enfin en tout cas l'objet des questions d'un certain nombre de nos auditeurs. Je pense à Lilouni, Vladislava, etc., sur ces problèmes de rigidité en quelque sorte, à la fois de la conception des projets, des programmes et des documents d'urbanisme qui pourraient être un obstacle à cette conception palorée de ville que vous appelez de vos voeux, David. J'ai aussi une question sur... il y a une question d'Elena Minardi à nouveau sur la question de la sécurité. C'est-à-dire, en gros, est-ce que la profondeur, la porosité, c'est conciliable avec les impératifs de sécurité dans des villes denses, etc. Et puis comment on fait pour éviter la standardisation des commerces aussi, éviter la domination de la restauration rapide, etc. Enfin, ça revient à la question que tu évoquais tout à l'heure, Sophie. Et puis, toute dernière question, c'est Mario Rimbert qui nous dit on voit apparaître de plus en plus de terrasses publiques sur les socles de certaines opérations. Et je crois que ça c'est une question qui va vous intéresser, David, parce que je sais que vous travaillez là-dessus. Le Redville peut-il se déporter au R+1 ? Mais si j'ai bien compris, vous pensez qu'il peut se déporter encore beaucoup plus haut que ça et beaucoup plus bas aussi. Non, là, je me limite déjà à l'affaire d'être au ras du sol. Déjà. Je pense que c'est déjà l'essentiel. Après, il y a des bonus. Il y a des bonus, ça peut être des rooftops, ça peut être, etc. J'ai regardé ça quand j'ai regardé les relations entre les couloirs de métro qui peuvent déboucher jusqu'au toit terrasse des Galeries Lafayette et tout ça par des systèmes intérieurs. Donc évidemment, il y a des tas de choses extraordinaires qui peuvent être faites, mais je pense que l'essentiel, c'est l'affaire des itinéraires, des voies résidentielles. Et ça, dans le débat flexible, pas flexible, moi je suis plutôt du côté qu'il faut faire le boulot. C'est-à-dire qu'il faut repérer les itinéraires. Vous me demandez comment je fais quand je commence un projet. Moi, tout de suite, je sors du terrain. Je regarde, on va d'où à où. Enfin, je fais ça depuis toujours. Ça me paraît assez évident. Mais par contre, la prise de conscience qu'il faut faire des voies résidentielles, et il faut leur trouver leur modèle économique, mais leur modèle d'usage, on sait très bien que ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors, sur les questions intéressantes sur le poreux, alors les pilotes, il est court. Poreux et la sécurité. Alors, moi, je fréquente beaucoup. Il se trouve que j'habite près de la Nation, donc je vais à la Bastille à pied très souvent. Voilà. Et chaque fois que je peux, je pousse la porte des courets du Faubourg Saint-Antoine. Alors j'invite tout le monde à faire ça parce qu'on croit qu'on ne peut pas y aller, qu'il y a un code et que c'est fermé. Mais comme c'est des courets où il y a des activités en rez-de-chaussée, sur les bâtiments, pour certains du 18e, voire à Farge qui a raconté tout ça. Donc il se passe beaucoup de choses dans les cours. Il se passe la classe créative qui a investi tout ça, mais il se passe encore des artisans, il se passe des bureaux, et il se passe des gens qui habitent. Oui, mais c'est un endroit très privilégié. Mais non, justement pas. Alors ils mettent un code, mais en réalité, le code, ils ne le mettent pas dans la journée parce qu'il y a des visiteurs qui vont. Donc si vous faites des cours mixtes, c'est pour ça que mon schéma... ce que vous voulez dire, c'est que c'est ça la meilleure garantie de sécurité. Rigide, évidemment. Et c'est la garantie que les gens ont besoin de passer, et donc ils vont aussi assurer une partie de la sécurité, parce que l'échelle d'une cour, ça marche assez bien pour assurer la sécurité s'il y a justement de l'activité en rez-de-chaussée de la cour. Donc les choses peuvent être beaucoup plus flexibles que ça va être la vidéosurveillance partout, ça va être... voilà. Mais il faut déjà avoir le projet de faire ça. Il faut avoir le projet de se dire, un des enjeux, c'est de pouvoir remettre de la profondeur dans la ville existante et pas être simplement avec
des cours de décor urbain qui va changer suivant les styles d'architecture. On a eu la fenêtre décalée ces 20 dernières années, la fenêtre carrée, et puis l'année prochaine, ça va être la fenêtre ronde, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment mettre de la profondeur dans tout ça. Surtout qu'on crée quand même des mètres carrés sans usage. On revient tout à l'heure sur la sécurité. Quand je disais sur la résidentialisation, bon, ça c'est un processus qui vient de la rénovation urbaine, mais plus largement, quand on conçoit une opération pour un investisseur, si on lui laisse le choix, il va vous dire bon ben moi je ferme, je m'embête pas, je ferme, ça va me faire en termes de sécurité, de tout, je ferme. On a compte le nombre de mètres carrés que vous créez où personne ne va parce qu'on ferme des espaces où c'est pas une cour, ça n'a pas de valeur d'usage comme c'est rien, c'est un jardin d'agrément, ok, formidable. Interdit aux enfants surtout, il faut pas aller trop déranger, hein, surtout il faut rester que la ville soit bien aseptisée. Et c'est des grilles, donc aucune valeur, et au contraire, ça crée pas d'animation. Donc c'est vrai que moi je vous rejoins. Alors après, c'est une vision aussi, il faut faire attention, c'est pour ça que je dis la résidentialisation, je jette pas tout parce que il y a une vision, mais souvent en tout cas tout ce qui a été écrit, et je renvoie à la lecture de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi à Marseille, qui s'appelle Chantal Dekmine, qui a écrit Lire la ville et que je recommande. Il y a la fausse bonne idée de fermer, de se dire la vidéosurveillance et autres, je vais apporter de la sécurité. Ça rassure les gens qui y croient, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et aujourd'hui, ça prend beaucoup plus de temps. Et il y a vraiment peut-être de l'acupuncture urbaine à faire, du déjà là, de partir des gens qui sont là, de comprendre dans les potentialités. Et de le travailler, mais sans le travailler en disant il faut plaquer une solution, je vais trouver une solution, je vais le faire. Et oui, c'est du temps, oui, c'est des choses. Et c'est pour ça que je disais, ça pose la question même et là je sors de mon rôle d'opérateur, parce que l'opérateur n'est là, quand je dis l'opérateur, le promoteur n'est là qu'à un temps très très court finalement, alors que là on parle d'une ville, on parle d'échelle de décennies. Donc ça amène aussi à avoir une approche qui est beaucoup plus d'acupuncture, de temps. Et d'ailleurs, ça m'intéressait d'avoir votre avis de comment vous travaillez dans le déjà là, avec quelqu'un qui posait sur la ville existante, avec les gens qui sont déjà là. Parce que comment vous travaillez avec eux, on a parlé des halles tout à l'heure, comment vous travaillez, et comment faire en sorte aussi non plus qu'ils ne préemptent pas une question, notamment sur les halles, vous avez eu ce problème-là, cet écueil, du risque que quelques-uns préemptent un sujet qui concerne en fait une grosse partie de la population parisienne. Oui, alors, le problème est peut-être si vous venez transformer et que vous êtes avec une copropriété ou que vous êtes avec des locataires, bon, déjà, ça fait une sérieuse différence. Donc, c'est changer les usages en rez-de-chaussée, c'est changer les règles de la copropriété. En réalité, ce qui est, pourtant, discuter avec des législateurs, c'est un problème, c'est comme changer la Constitution, c'est un problème sur lequel il y a eu quelques petites évolutions, mais pas grand-chose. Mais après, il peut y avoir des solutions. Encore une fois, les solutions là, que je propose, elles permettent de mettre sur la table, à mon avis, les 2-3 questions importantes. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, moi j'ai vu des rénovations, alors bâtiments modernistes, même des choses d'Aillot à Aubervilliers, etc., qui ont été très bien faites, où le parti pris a été de dire on ne pourra jamais rien faire avec cette très basse hauteur de rez-de-chaussée, avec des locaux techniques, ni fait ni à faire, etc. Donc on va les condamner. Et donc ils ont fait une solution très élégante, un espèce de petit mur rideau qui opacifie la totalité du pied des grandes nouilles, comme ça, et après c'est la ville dans un parc, et ça a l'air de marcher très bien. Donc on ne se pose pas le problème d'essayer à tout prix d'habiter, de défendre, de commercialiser, de machin. On s'est dit, bon ben voilà, c'est sur la taille de l'opération, il vaut mieux trouver une solution fluide et simple, qui n'est pas une valeur d'échange, ni même une valeur d'usage. Sauf que ça construit le parc très très bien. Donc voilà. La chose difficile, c'est les pilotis. Parce qu'effectivement, les pilotis, ou bien vous les laissez libres. Moi, j'ai vu Brasilia, puis j'ai lu un bouquin assez intéressant sur l'évolution des règlements de copropriété à Brasilia, dans les super quadras, donc avec les magnifiques immeubles faits par Costa et toute la bande, avec les jardins extraordinaires faits par Burl Marx. Alors ils ont donné des quotas d'occupation, des ratios d'occupation des cages d'immeubles pour diminuer la surface des pilotis. Après, ils ont des systèmes de codes infernaux, donc ils y arrivent sans y arriver, vraiment, dans une ville qui est classée patrimoine mondial, etc. Voilà. Alors, évidemment, Singapour est une exception fascinante parce que
parce que ça marche. Alors à chaque fois, les gens disent parce que Singapour, c'est tous des flics, alors etc. Donc bon, Singapour, c'est pas comme ça que ça marche vraiment. Et c'est aussi parce qu'il y a cette question des personnes âgées. Donc ils ont une solution là pour les personnes âgées. Et donc c'est pas irrémédiable. On peut trouver des types d'activités qui, pour un pilotype, pourraient fonctionner sans que ce soit forcément squatté, tagué, etc. Mais moi je trouve ça intéressant ce que vous dites, et je l'avais vu dans les références Singapour, c'est qu'il y a quand même cette question de la ville aimable pour les gens fragiles. Ouais. Là, c'est un avis personnel, mais je ne suis pas du tout la seule. Moi, j'ai quitté Paris, qui est une ville que pourtant j'adore, qui est très marchable, comme vous disiez, de plaisir, parce qu'en tant qu'adulte seul, j'y prenais beaucoup de plaisir. N'importe quel parent qui l'a fait avec des poussettes qui sont les yo-yo à hauteur des pots d'échappement, vous dira que c'est un enfer. Et cette question du fragile, qui est l'enfant, qui est la personne handicapée, qui peut être la personne senior, enfin plein de personnes, ont cette problématique en fait de trouver cette amabilité dans les villes. Et je reviens un peu à ma question initiale, qui va à l'encontre aussi de la ville efficace. Aujourd'hui, on nous dit le métro boulot dodo, vous citez, alors c'est moins peut-être le télétravail boulot dodo, mais on reste dans il faut que la journée soit timée, soit de manière efficace. Et donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un modèle qui est en train de s'entre-choquer, et encore plus avec la crise du Covid, de se redonner du temps, la question du temps, j'ai envie de temps, j'ai envie de flâner, j'ai envie de perdre du temps. Je vous citais, il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle La Dérive. Ouais. La dérive, justement, le plaisir, comme j'ai pas encore regardé ça. C'est comme pousser des portes en fait quand on est sur le Faubourg Saint-Honoré, ce que j'adorais faire quand j'étais à Paris aussi et que je continue à faire où que je sois. Mais c'est la dérive, c'est vous allez juste d'un point A à un point B, mais sans que votre itinéraire et que vous soyez sur votre téléphone en train de faire ça. Vous savez juste vers où vous allez, et du coup vous ouvrez, vous levez les yeux, ce que vous faites plus beaucoup. Parce que dans les raies de ville, il y a quand même une question, c'est qu'aujourd'hui le raid de ville on le passe en étant penché quand même. Donc on a plus ce sujet d'ouvrir et voilà. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur la temporalité et sur ce plaisir-là. Oui, alors après, il y a aussi d'autres sujets. Dans la disparition des vitrines, ou pas. Comment le commerce électronique va faire que même la rue active commerçante va se renouveler en termes d'attractivité, de spectacle. Oui, de spectacle. Parce que ça, voilà, je pense qu'une rue résidentielle, les gens ne regarderont pas tellement leur téléphone. Ils regarderont, vous traversez ça, au printemps c'est sympa, à l'automne c'est sympa, ça vous fait un raccourci ou pas. C'est ce que j'ai fait dans les simulations que j'ai fait. Je me suis imaginé plusieurs itinéraires. L'itinéraire efficace, comme vous dites, où on va faire déposer l'enfant à l'école, prendre un café, aller à la station. Donc je ne vais pas revoir les images, mais... et puis d'autres itinéraires, l'itinéraire du soir par exemple, ou l'itinéraire où on veut surtout pas passer par la rue des commerces, on veut ne passer que par des raccourcis. Alors bon, c'est des simulations, hein, c'est pas, mais c'est comme ça aussi qu'on pratique la ville. Moi je suis pas, je pense que les gens, si on propose d'autres situations, elles seront partagées. Je ne suis pas aussi pessimiste. Certainement, je le crois aussi. Je reviens à un sujet que tu as abordé, Sophie, c'est l'apparition de nouveaux acteurs pour faciliter ce genre de choses, et notamment de nouveaux types de foncières. C'est Marlène Gauget, parmi les personnes qui nous écoutent, qui cite ça, qui dit la foncière qui a été créée pour Action Cœur de Ville est important. Toi, tu as cité les foncières solidaires, sur les moyens d'intervenir justement sur les rez-de-chaussée, les commerces, etc. Est-ce que tu crois beaucoup au développement massif, à la massification de ce type d'intervention ? Je pense qu'il y a un besoin pour en parler un peu avec tous ces acteurs, parce que je disais Belleville, je les connais bien, mais il y en a d'autres il y a Éthique, il y en a plusieurs qui interviennent sur ces sujets-là. Déjà, je pense qu'il y a une appétence des gens. Alors quand je dis les gens, c'est vous et moi. Hein, c'est sur la question des investissements. C'est souvent des gens qui lèvent de l'argent sur une plateforme, c'est lita.co, qui c'est nos investissements impact. Souvent, il y a beaucoup de foncières solidaires. Et il y a un vrai appétit des gens pour pouvoir, parce qu'ils se rendent compte d'investir là-dedans, ça va avoir un impact direct sur le territoire. Sur la case impact territorial, on parle de l'impact écologique, mais il y a quand même l'impact sur le territoire. Et les gens s'en rendent compte, c'est quand même leur plaisir d'habiter quelque part et le plaisir d'avoir ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu financier. Il y a,
il y a à la fois une crise des finances publiques et en même temps beaucoup d'argent privé qui ne sait pas où se placer aujourd'hui. Et de plus en plus, quand même, arrive dans la finance à cette question des investissements ISR ou autre. Donc, bon an, mal an, je pense que, j'ai un propos très optimiste, mais bon an, mal an aussi, ces investissements, que ce soit par des foncières solidaires qui resteront des micro-interventions mais nécessaires, mais même le reste de l'investissement, de plus en plus se pose cette question-là. Se pose la question, alors ça passe par des grilles RSE et tout, mais on va y arriver. Et puis la chaîne immobilière, la chaîne de la valorisation foncière fait qu'en fait, au final, si l'acteur du bout de la chaîne, qui est l'investisseur, impose des critères par rapport à ça, ça va impacter l'opérateur, ça va impacter l'aménageur, enfin je fais la chaîne à rebours, voilà. Et donc au final on va y arriver. Donc, bon, c'est bien qu'aujourd'hui je pense qu'il se passe quelque chose, et je pense que Pierre tu pourras en parler mieux que quiconque avec Finance for Tomorrow, mais il se passe quelque chose au niveau de la finance et de qui va détenir les murs au final. Moi les foncières solidaires, je trouve ça passionnant, et pour en parler avec des gens comme Belleville ou autres, parce qu'à partir du moment où ils commencent à intervenir, les projets affluent. Enfin, il n'y a pas de problématique d'aller chercher des projets, des gens qui sont des porteurs de projets. Ils en ont dans tous les sens. Ils en ont à la fois des gens qui ont des projets, qui veulent s'installer et qui ne peuvent pas aujourd'hui parce qu'ils sont face à des propriétaires qui leur demandent des conditions extrêmement dures pour quelqu'un qui lance un nouveau concept commercial. Et en même temps, face à des villes qui leur disent mais c'est génial, c'est dans la boîte à outils, c'est génial, il n'y avait pas ça, parce que la CMS, j'en ai parlé à Paris, mais ça n'existe qu'à Paris. Aujourd'hui il y a peu de choses, il y a quelques SEM qui ont essayé de le faire, mais Paris est quand même Paris avec ses moyens, avec la Banque des Territoires qui est là, et donc je pense que les foncières solidaires, oui, moi je suis hyper confiante, et je trouve ça très bien que ça se développe. Je pense que ça va continuer à se développer. Je pense qu'on n'est pas trop nombreux à essayer de se mettre dessus parce que les besoins sont immenses. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est un modèle, en partie, mais en t'écoutant, très intéressant. En t'écoutant d'ailleurs, je me disais que comment dire, on pourrait presque imaginer, pour aider la campagne, si je comprends bien, qu'est en train de préparer David Mangin sur la question du Redville avec son prochain ouvrage, de considérer, parce que vous l'évoquiez, David, dès le début de votre propos, l'impact sur la santé, l'impact positif sur la santé du fait de penser le Redville à partir des itinéraires. On pourrait presque en faire un critère d'investissement à impact, Sophie, tu vois ce que je veux dire ? Attirer des fonds à impact sur le thème de la santé et du bien-être, sujet sur lequel a travaillé la précédente promotion de l'Institut Palladio d'ailleurs, dans des opérations de reconception ou revitalisation du Redville. Vous voyez, David, c'est peut-être un peu. Oui, non, mais il y a trois entrées. Il y a quelque chose à faire. Tout d'abord, des indicateurs. C'est intéressant effectivement de rassembler des arguments pour la santé sans devenir un hygiéniste du 22e. Bien sûr. Santé et bien-être. Hein. Voilà. Mais on voit que sur les usages de locaux. Par exemple, je discutais avec quelqu'un de la ville de Paris l'autre jour là, qui me disait qu'il y avait une chose qui marchait très bien, c'était tous les locaux liés à la santé. En rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, pour des raisons. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi l'année dernière avec la promotion Palladio qui travaillait là-dessus. Donc, déjà, il y a des locaux. C'est un grand avenir pour la médecine, la nouvelle médecine de ville, en gros. Voilà. L'ambulatoire. Donc, il y a ça. Il y a des itinéraires marchables qu'il faut rendre confortables. Et ça c'est vraiment, ça devrait être la priorité des élus, des agglos, etc. C'est les identifier, y compris pour flécher des investissements. Là, vous allez avoir une rue résidentielle. Là, vous allez avoir une rue où il y aura différentes fonctions. Donc, il y a plusieurs entrées qui sont... Et puis, il y a des logements, PMR, cet acronyme pas très sexy, qui sont évidemment beaucoup plus adaptés. Donc il faut... Oui, ce que je peux rajouter aussi, c'est que moi, de mon passage d'avoir fait du public, du privé, c'est que je me suis toujours définie comme essayer de traduire entre des milieux, de faire se parler, être un peu une marieuse, de faire se parler. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de David qui essaye de comprendre ce que vous disiez au début, j'essaie toujours de comprendre, et aussi d'un Palladio qui essaye justement aussi de mettre tous ces gens-là. C'est que je pense qu'on ne pourra pas adresser cet enjeu si les uns et les autres ne comprennent pas, dans toute la chaîne que j'ai évoquée tout à l'heure, ne comprennent pas leurs enjeux. C'est-à-dire de pousser un modèle théorique, mais qui en fait trouve pas d'acheteurs, trouve pas de...
ça ne sert à rien. Et inversement, si on est juste drivé par un marché privé sans avoir un propos politique, une commande publique, ça ne marchera pas. Donc il faut faire en sorte que ça se parle. Il y a de plus en plus, moi je trouve ça super, il y a de plus en plus notamment d'architectes qui viennent en disant mais en fait on n'a pas été formé au bilan, on ne comprend pas un bilan, on n'a pas ça dans nos études, forme-nous. Et moi je passe toujours du temps, n'importe quel archi qui me demande explique-moi un bilan, on le regarde ensemble et on explique comment ça fonctionne. Il faut faire pareil avec le bilan d'investisseur. Et je pense que c'est super que des gens comme Palladio Watt, parce qu'on pourra l'adresser, vous le ferez cette année, que si chacun comprend les enjeux qui ne sont pas les mêmes. Ouais, et j'imagine d'ailleurs que sur le Redville, ça porte non seulement sur la conception, le financement, les programmes, mais aussi sur l'exploitation de cet espace. Moi, je suis pas. Là, ça comme vos architectes, je compte pas très bien. Donc, mais je sais que c'est un chapitre. J'essaie de le développer sur un certain nombre de points. C'est quelle est la valeur d'échange, quelle est la valeur d'usage, quel est le modèle économique qui donnerait de la valeur, qui fait que le Redville peut devenir un étage important. Voilà. Qu'il est, de facto, qu'il est. Mais qu'il est massacré, enfin qu'il est, il est sous-investi à tout point de vue. Écoutez, je trouve que cette idée est vraiment passionnante, très stimulante. Ce regard depuis le sol me semble vraiment renouveler complètement les choses. On va s'arrêter là-dessus, mais je voudrais terminer simplement sur une note un peu optimiste pour répondre à une question que j'interprète comme étant pessimiste il s'appelle Gérard, qui dit: peut-on réellement construire la ville? N'est-elle pas le résultat d'une lente sédimentation? Oui, bien sûr, il a raison, mais ça ne veut pas dire qu'on la construit pas, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, quoi. Oui. Non, mais par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à l'urbanisation informelle. Voilà. Et là, on tombe dans des paradoxes, évidemment, vertigineux, c'est-à-dire, peut-on formaliser l'informel? Qu'est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on d'une peut... certaine façon, l'urbanisme tactique, là, il y a un peu de ça. Hein. Oui, mais... Il y a un peu une tentative de formaliser l'informel. Oui, mais il est devenu aussi cette fausse solution du rez-de-chaussée, ou temporaire, ou qui est devenue tactique pour les promoteurs aussi. Donc tout ça est un peu... c'est pas assez durable dans tous les sens du terme. Donc je pense franchement, il faut trouver des solutions durables. C'est-à-dire, si vous faites des rez-de-chaussée résidentiels, il faut qu'ils soient confortables, il faut qu'ils puissent marcher en rez-de-chaussée, sinon ils ne vont pas trouver preneur. Donc il faut qu'ils soient bien. Voilà. Et ça, c'est un sujet. Après, ce qui est difficile, c'est... Moi, j'ai essayé de faire des projets, notamment avec mon associé Florence Bougnou, à Douai, par exemple. On a essayé de dire, on va urbaniser l'immeuble devant, et derrière, on va laisser la possibilité. En fait, ça n'a pas marché. Ils ont dit, écoutez, les gens considèrent qu'ils ont des droits de vue. Maintenant, c'est-à-dire, même s'ils n'ont pas, ils considèrent qu'à partir du moment où ils sont là, ils ont cette vue-là. Même si on leur a dit en long, en large et en travers que là, ça va être construit dans 3 ans, ils considèrent qu'ils feront tous les procès pour que ce ne soit pas construit dans 3 ans. Donc, ça fait reculer tout le monde. Donc le système de prévoir la densification est compliqué. Je pense qu'on peut prévoir des façons de construire qui peuvent faire qu'il y ait des évolutions dans une structure. Mais penser que sur le foncier, on va fabriquer artificiellement une accélération du temps, pour répondre à votre question, ça c'est plus compliqué. Donc revenons déjà aux choses qui sont faisables, c'est-à-dire d'avoir des structures qui peuvent accueillir des choses diverses et qui pourront peut-être bouger en termes d'usage. Merci beaucoup. Sophie, tu veux dire un dernier mot ou une... Je pense qu'on pourrait en parler des heures, et il y aurait plein de portes à ouvrir et plein de portes à ouvrir. Moi, juste sur la ville informelle, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, et ces choses. Après, il ne faut pas rentrer non plus dans le fantasme de la ville informelle, en mode c'est formidable, on va tout laisser faire. Moi, je crois beaucoup effectivement au fait d'encapaciter les gens et de leur donner. Il y a notamment je renvoie à la revue Urbanisme, le numéro 2019 que vous aviez fait. Il y a pas dans le dossier, mais il y a tout un article qui était intéressant, très stimulant,
maintenant sur tous les interstices, notamment dans les grands ensembles, de donner cet interstice aux gens et de leur faire confiance en disant que ce soit des gens pour construire leur logement, construire des petits entrepreneurs dans les quartiers. Il y a toute cette question aussi. On a parlé beaucoup du commerce, mais le développement économique, c'est quand même de la création d'emplois. C'est comment refaire revenir de l'emploi aussi, mais qui passe pas forcément par une vitrine commerciale, qui passe par autre chose. Et donc, il faut un peu se méfier, je pense, du fantasme sur la ville informelle, même s'il y a plein de choses à en prendre. Et puis, il y a un autre risque que j'ai pas dit, mais je pense que vous aurez beaucoup l'occasion d'en parler. Dès qu'on parle commerce, il y a quand même un risque aussi, si on laisse faire la loi du marché, la fameuse main invisible, c'est la gentrification. Et moi, je l'ai beaucoup abordé parce que dès qu'on parle d'une intervention et qu'on parle en commerce et de cette montée des commerces, il y a quand même ce risque qui est très très proche de l'éviction des gens qui sont là. Et je vous le cite parce que c'est un sujet, moi, qui me gratte la tête depuis que je suis passée à la ville et je m'occupais des NPNRU et autres. C'est trouver le juste équilibre entre les gens qui sont déjà là et leur apporter des services, des choses dans leur quartier qu'ils n'ont pas. Et en même temps, poster des typologies de commerce qui marquent une gentrification de quartier. Et je dis ça moi-même en étant une gentrifieuse. Donc c'est aussi une limite où je trouve que c'est toujours difficile. Il y a un sujet qui est souvent... Parce que les ratios, par exemple, zone de bureau, zone de logement, etc., c'est des ratios au mètre carré, le nombre de personnes qui vont travailler dans ce bureau. Et en fait, la notion d'économie présentielle est quand même très intéressante par rapport à toutes ces questions-là. C'est qu'est-ce que va diffuser comme emploi inattendu, auquel vous ne pensez pas, tel type de programme plutôt que tel autre. Les infirmières, les femmes de ménage, etc. Et ça, c'est une question... c'est important. Et juste un mot sur l'informel, ni naïveté ni cynisme, c'est ça la base, mais beaucoup d'observations. Parce que si vous observez, vous pouvez comprendre, on a peu parlé de l'espace public en tant que tel, parce que, oui, mais enfin, il était là en permanence. Il était là en permanence, voilà. Et là, alors vous avez quand même beaucoup à apprendre de la façon de regarder sans naïveté un marché, par exemple, informel, qui est la guerre des places, la guerre des genres, c'est un marché derrière les couleurs extraordinaires, c'est du raid de ville. Oui, et la régulation de conflits. La régulation de conflits, voilà. Merci infiniment à vous deux. Merci pour cette discussion qui ouvre beaucoup de perspectives. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. J'espère qu'on vous a, vous aussi, fait réfléchir. Bonne soirée et à bientôt pour un prochain débat Palladio qui, j'espère, cette fois-ci sera en présence. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.